Et puis on retrouvera aussi Dolores Mazzola, notre grande voyageuse. Vous êtes où d'ailleurs, Dolores, aujourd'hui? Bonjour Alain, nous sommes ici à Trévoux, une ville qui se trouve à 25 km seulement de Lyon, dans l'Ain, et qui a un patrimoine culturel et historique incroyable. Cette ville, j'avais envie de vous la faire découvrir, et notamment à travers un bâtiment exceptionnel, l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, que l'on va visiter tout de suite avec mes invités. Vous allez voir, c'est richissime. Oui Alain, je suis ici à l'intérieur de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez pu constater que la façade est magnifique et l'intérieur est tout aussi magnifique. Cet hôtel, il est dans la ville de Trévoux. On va en apprendre tout de suite un tout petit peu plus sur la ville de Trévoux. Romain, bonjour. Bonjour. Alors cette ville de Trévoux, elle n'est pas très loin de Lyon, ce que je disais tout à l'heure, elle est à 25 km. On est sur la rive de Saône. Et elle est un petit peu à l'ombre de Lyon quand même, on ne la connaît pas très bien. C'est vrai, on nous le dit souvent, les Lyonnais passent souvent à proximité et décident de s'arrêter un jour et ils sont ravis de découvrir ce qu'ils trouvent ici. Et c'est vrai qu'on a été une capitale de principauté indépendante. Mais à quelle époque? À partir de 1560, donc du XVIe siècle jusqu'en 1762 au XVIIIe siècle. Donc vraiment son apogée, elle a eu lieu au XVIIIe siècle. Alors cette ville de Trévoux, elle était un petit peu coincée entre deux grands pays. Elle était indépendante, ces grands pays, c'était la France et l'Empire. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait on était en terre d'Empire, la Saône servait de frontière. Sur la rive occidentale, de l'autre côté, il y avait la France, le royaume de France, et nous on était en terre d'Empire. Terre d'Empire, c'est-à-dire sur les terres des empereurs, donc les héritiers de Charlemagne, ça correspond à peu près à l'Allemagne actuelle et ça descend jusqu'à l'Italie du Nord. Le Saint-Empire romain germanique. Exactement. Si j'ai bien révisé, le terme apparaît au XVIe siècle. Très bien. Alors cette ville de Trévoux, eh bien, elle est culturellement très riche. Financièrement très riche aussi, on peut dire ça? Oui, en particulier au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que cette situation en marge du royaume de France et aux confins de l'Empire a permis à la ville de s'émanciper de l'autorité impériale et du coup d'avoir sa propre fiscalité, un certain nombre de privilèges qui a contribué à son essor économique. On en parlera tout à l'heure avec la monnaie, hein, je crois, Romain, parce qu'il y a des petites découvertes moi que j'ai faites en visitant cette maison. Alors cette maison, Pierre et Anne de Bourbon, qui étaient ces personnages? Alors c'était le duc de Bourbon, marié donc à Anne de Beaujeu, qui donc ont été seigneurs de Trévoux dans la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Et la maison a été occupée par un de leurs officiers. Ah, j'allais dire, ils ont habité ici. Non, c'était pas eux, c'était un de leurs officiers qui a fait noter leur monogramme sur le côté de l'oriel, voilà, sur la façade du bâtiment. D'où l'appellation du bâtiment, hôtel Pierre et Anne de Bourbon. Alors, cette bâtisse, elle est exceptionnelle. Dans la ville de Trévoux, moi, je voulais revenir sur un petit point qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu aussi un parlement. Alors, ça veut dire qu'on était en démocratie, non? Non, il y en avait aussi en France, hein, et on avait le même régime, c'est-à-dire qu'on était alors ici en souveraineté en France dans un royaume, simplement le Parlement était un organe qui représentait le peuple de la province, mais sachant que le souverain gardait la main haute sur le Parlement. Oui. Mais ça veut dire qu'il y en avait assez peu quand même de Parlement. Il y en avait 13 en France. Et Trévoux en avait un. En avait un, et on n'aurait jamais eu de Parlement à Trévoux si on n'avait pas été capitale d'une souveraineté indépendante. Ah, très intéressant. Alors moi, j'aimerais qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette maison même, pour revenir un petit peu dans ce lieu spécial. On va appeler Séverine, qui a suivi un petit peu toute la remise en état de cette maison, parce qu'elle était loin d'être aussi belle que ça il y a quelques années. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors cette maison, déjà, elle a des caractéristiques architecturales typiques des maisons trévoltienne, hein, on dit comme ça. Trévoltienne. Trévoltienne, voilà. Je dis une bêtise. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette architecture? Eh bien, cette maison, nous nous trouvons dans la cour centrale, qui est donc du XVIe siècle. Et puis, on a des caractéristiques assez majeures, comme ces fenêtres à meneaux avec ces traverses, les fenêtres en accolade aussi, et puis bien sûr ces galeries avec ces voûtes en croisée d'ogive. On a des escaliers à vis aussi. Alors, également. Il y a effectivement le premier corps de bâtiment de la maison. Enfin, la première partie de la maison a été construite sur une tour d'escalier, et autour de cette tour d'escalier sont venus s'adjoindre des corps de bâtiments successifs. Alors montrez-moi un petit peu sur la maquette, parce qu'on a la chance d'avoir une maquette. La tour d'escalier, c'est celle-ci? Non, hein. pas du tout. Ça, c'est l'oriel, c'est la façade sud. La tour d'escalier, en fait, elle est ici.
C'est cette première partie qui a constitué le démarrage de la maison, et ensuite les bâtiments ont été comment dirais-je, construits par bloc, et donc en fait on a un premier noyau ici et puis un deuxième élément ici. Bon, on a compris, vous avez un petit peu suivi toute la restauration qui a eu lieu de 2013 à 2016. On va en apprendre un petit peu plus sur la restauration tout à l'heure, Séverine. On va monter à l'étage ensemble et puis vous allez nous en dire plus sur la scénographie. On monte? Allez. Alors, Alain, je ne suis pas dans une bibliothèque ici, je suis toujours à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, à Trévoux. Les livres derrière moi font penser que j'ai changé de lieu, mais pas du tout. On s'est retrouvés à l'étage ici avec Séverine. Alors, Séverine, ici, nous sommes dans une partie un petit peu particulière de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, une partie qui montre la richesse culturelle de Trévoux au XVIIIe siècle. Oui, en effet, on est dans une salle qui est assez majestueuse avec cette imposante bibliothèque où on retrouve les ouvrages, le dictionnaire de Trévoux, donc un dictionnaire qui porte le nom d'une ville. D'une ville, voilà. C'est assez rare. C'est assez rare parce que le duc du Maine avait autorisé les imprimeurs à éditer le dictionnaire de Trévoux, mais pas seulement, il y avait aussi les mémoires de Trévoux. Ce sont des ouvrages remarquables à plusieurs titres. Oui, écoutez, effectivement, parce que on a des ouvrages qui ont un contenu encyclopédique, avec une collection complète ici, acquise par la ville au fur et à mesure des années, et qui aujourd'hui sont exposés et peuvent être vus par le public. Alors, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vus mais pas manipulés, hein, c'est ça le problème, hein, parce qu'ils sont très précieux. Ils sont précieux, ils sont surtout très anciens. Très anciens, oui, de l'époque des Lumières. Voilà. Alors, mais vous avez mis au point un petit système pour qu'on puisse quand même feuilleter. C'est ça. Alors expliquez-moi, on ne peut pas les manipuler, mais on a une borne, une borne interactive. Une borne interactive qui nous permet de comprendre le contenu du dictionnaire de Trévoux. De le feuilleter. Et de le feuilleter finalement à travers cet outil qui est assez facile à manipuler. Facile à manipuler et qui nous permet de... J'essaye aussi, allez-y. Qui nous permet de consulter une page en fait. Voilà, et là on arrive directement sur une page du dictionnaire et on peut chercher un mot. Alors il y a des choses qui sont très amusantes parce qu'il y a des mots qui ont disparu du dictionnaire aujourd'hui, qu'on retrouve dans le dictionnaire de cette époque, et puis il y a des mots qui ont changé de sens aussi. Donc d'où l'intérêt un petit peu de cette petite manipulation, parce qu'effectivement les ouvrages sont précieux, rares. Alors la scénographie a été repensée, c'est ce que je comprends à travers cette illustration-là. On a aussi des choses assez précieuses de l'orfèvrerie, parce que Trévoux, capitale aussi des orfèvres, et vous avez ici un outil que le visiteur peut manipuler. Alors moi j'ai vraiment envie de toucher. Expliquez-moi ce que c'est. Alors en fait ce petit outil, effectivement, il nous permet à partir de petites devinettes qui sont inscrites sur les petites niches de pouvoir deviner les objets qui se cachent derrière. Donc on a une devinette à découvrir, des odeurs à sentir. D'accord. Il se distingue par son bouquet, sa robe et son terroir. Il peut être sec, doux, fin, bourru ou cuvé. Qu'est-ce que c'est? On sent l'odeur à travers ce petit tiroir. Je soulève? Oui, soulevez, approchez-vous. Ça sent le tonneau, le vin. Exactement, vin avec la tasse à vin. Et donc, on découvre l'objet qui avait été créé par les maîtres orfèvres de Trévoux. Donc, on a les poinçons des maîtres orfèvres. Et puis, derrière, nous avons la définition extraite du dictionnaire. Du dictionnaire qu'on a vu tout à l'heure. De Trévoux qu'on a vu tout à l'heure. C'est très sympa, cette manipulation. Voilà, on a la même chose pour tout un tas d'objets. Par exemple, ce moutardier, qui est un objet assez intéressant parce que... Moutardier de la moutarde. Voilà. Alors, l'odeur de moutarde est difficile à reconstituer, mais enfin, elle est suggérée. M comme moutarde. Je vais réviser mon alphabet ici à Trévoux. Et là, qu'est-ce qu'on peut sentir? Donc, l'odeur de moutarde. Qui se rapproche de l'odeur de moutarde, enfin, qui suggère l'odeur de moutarde. Ah oui, ça pique un peu. Voilà. Ah, très bien. Et donc, ce moutardier est assez intéressant parce qu'il y a finalement peu d'exemplaires de ce moutardier, des exemplaires qu'on retrouve pour certains au musée du Louvre et puis aussi à New York, qui ressemblent un peu à cette orfèvrerie de Trévoux, qui sont un peu faites sur le même principe. Ça veut dire, Séverine, qu'ici à Trévoux, vous avez des objets très précieux qui ont été fabriqués à Trévoux. Oui. On va voir tout à l'heure avec
avec Romain, qu'on battait aussi monnaie à Trévoux. Toute la scénographie repensée, ça a pris 1 an. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que le bâtiment qui a été reconstitué, où on a fait des découvertes. Il y a aussi toute cette présentation des collections. On a une présentation où les collections sont présentées sous différentes formes, par de la manipulation, par des bandes sonores, par des choses à toucher, et puis qui sont mises en valeur dans des petits écrins au travers de ces jolis salons du XVIIIe siècle qui ont été eux-mêmes rénovés, les planchers ont été repris, les boiseries ont été sublimées. 3 années de travail. Alors, on va parler de sous tout à l'heure avec Romain. Vous restez avec nous, Séverine. Voilà, Alain, on vous laisse avec votre invité. Alain, je vous le disais tout à l'heure, on va parler gros sous, ou plutôt pièces et monnaie, ici à Trévoux, à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, toujours avec Romain. Alors Romain, dites-moi, ici on battait monnaie à Trévoux. Oui, tout à fait. Depuis la deuxième moitié du XVe siècle, on s'est mis à frapper monnaie. Et battre monnaie, c'est un droit régalien, c'est-à-dire que c'est un droit souverain, c'est l'apanage du souverain. C'est de l'indépendance en fait. C'est ça, c'est une marque forte en tout cas de l'autonomie dont bénéficiaient les seigneurs de Trévoux, parce que normalement il fallait demander une autorisation. Alors il y avait quand même un consentement du royaume de France, parce que si le royaume de France avait interdit la circulation des monnaies de Trévoux dans le royaume, elles n'auraient pas pu aller bien loin. Les métaux précieux transitaient par la France, donc il fallait l'autorisation du roi aussi pour ça. Mais du coup, les seigneurs de Trévoux n'ont pas demandé d'autorisation officielle à un suzerain, parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas de suzerain, donc qu'ils n'avaient personne au-dessus d'eux. C'était un petit peu une principauté, un petit peu comme celle que l'on connaît aujourd'hui, un peu dans le sud de la France. Exactement, tout à fait. Il y avait une sorte d'autonomie. Quelques avantages. Quelques avantages, on en parlera tout à l'heure. Alors, les collections de monnaie, vous en avez ici, dans ce bâtiment. Oui. Vous en avez une qui est très belle, Alain, on va la voir. Oui, tout à fait. Une monnaie d'or. Un écu d'or, voilà, de Gaston d'Orléans, donc qui est ici, et qui est une pièce qui est rare. Il y a 5 ou 6 exemplaires connus. Et puis qui à l'époque pourrait se comparer, je dirais, à un billet de 500 €. C'est pas quelque chose dont on se sert tous les jours, c'est une monnaie or qui a une certaine valeur et par conséquent elle ne servait pas effectivement à faire le marché. À faire le marché, Voilà. On s'en servait plutôt pour des gros échanges ou des gros Tout achats. à fait. À côté, Voilà. on a un 12e d'écu. Là, Oui. c'est une monnaie plus petite. Voilà, tout à fait. C'est une monnaie plus petite, une monnaie d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, donc qui porte son portrait. Et puis en dessous, on a 2 imitations qui ont été réalisées en Italie de cette monnaie. Voilà, c'est des monnaies qui ont été les monnaies d'Anne-Marie-Louise d'Orléans. C'est des monnaies qui ont été très célèbres. Oui. Voilà, parce qu'elles ont été diffusées notamment au pays du Levant. Donc la monnaie de Trévoux a une notoriété Au internationale. pays du Levant, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient et au des... Proche-Orient. Et oui, parce que c'était une des rares monnaies à avoir une figure féminine. Donc on en parait les vêtements. On parait les vêtements. Je tout pensais à que ça fait. servait qu'aux échanges. Moi, non. Et non, c'était même un élément de décoration et de prestige. On disait tout à l'heure, petit avantage fiscal pour les gens qui travaillaient l'or et l'argent ici à Trévoux. Oui. Expliquez-moi. En fait, en France, on était obligé de faire vérifier officiellement le titre des monnaies, ici aussi, ceci étant, donc des monnaies ou des bâtons d'argent ou d'or. Et donc, on poinçonnait les pièces, elles étaient donc authentifiées. Authentifiées, c'est ça. Et ça, en France, c'était payant et ça ne l'était pas ici. Ah, donc du coup, la teneur en métaux précieux de chaque élément devait faire l'objet d'une authentification qui était payante dans le royaume, mais qui n'était pas payante à Trévoux et dans la principauté de Dombes. Un petit peu technique, mais ça veut dire qu'il y avait aussi un petit peu de contrebande aussi ici. Oui, bien sûr, comme on payait moins cher le travail sur les métaux précieux, c'était tentant de le vendre en périphérie, notamment à Lyon, et c'était tentant pour les Lyonnais de l'acheter. Ah, ça a dû quand même créer quelques bisbilles avec il y a notamment orfèvres lyonnais. Les orfèvres lyonnais, puis des officiers aussi de la ville de Lyon, chargés de faire respecter les réglementations, et donc de lutter contre la contrebande qui se fournissait pourtant en orfèvrerie de Trévoux notamment. Bon, Romain, alors ici vous avez des petits outils pédagogiques aussi pour les visiteurs. Tout à fait. Il y en a un, c'est un petit peu comme à Rome, Alain, on va tamponner, comme ça je vous prouverai que je suis bienvenue ici. Alors voilà, vous mettez le petit coup de tampon qui va bien, la monnaie, et voilà, donc là, voilà la preuve que je suis venue à Trévoux
en zone franche, hein, j'ai envie Voilà, de en dire. principauté. En principauté. Merci Romain. On va voir tout à l'heure un petit peu, on va faire le point sur la tréfilerie et la filière en diamant. Vous allez nous expliquer ce que c'est et on va retrouver Séverine aussi. Avec plaisir. A tout de suite Alain. Et puis on retrouvera aussi Dolores Mazzola, notre grande voyageuse. Vous êtes où d'ailleurs, Dolores, aujourd'hui? Bonjour Alain, nous sommes ici à Trévoux, une ville qui se trouve à 25 km seulement de Lyon, dans l'Ain, et qui a un patrimoine culturel et historique incroyable. Cette ville, j'avais envie de vous la faire découvrir, et notamment à travers un bâtiment exceptionnel, l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, que l'on va visiter tout de suite avec mes invités. Vous allez voir, c'est richissime. Oui Alain, je suis ici à l'intérieur de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez pu constater que la façade est magnifique et l'intérieur est tout aussi magnifique. Cet hôtel, il est dans la ville de Trévoux. On va en apprendre tout de suite un tout petit peu plus sur la ville de Trévoux. Romain, bonjour. Bonjour. Alors cette ville de Trévoux, elle n'est pas très loin de Lyon, ce que je disais tout à l'heure, elle est à 25 km. On est sur la rive de Saône. Et elle est un petit peu à l'ombre de Lyon quand même, on la connaît pas très bien. C'est vrai, on nous le dit souvent, les Lyonnais passent souvent à proximité et décident de s'arrêter un jour et ils sont ravis de découvrir ce qu'ils trouvent ici. Et c'est vrai qu'on a été une capitale de principauté indépendante. Mais à quelle époque? À partir de 1560, donc du XVIe siècle jusqu'en 1762 au XVIIIe siècle. Donc vraiment son apogée, elle a eu lieu au XVIIIe siècle. Alors cette ville de Trévoux, elle était un petit peu coincée entre deux grands pays. Elle était indépendante, ces grands pays c'était la France et l'Empire. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait on était en terre d'Empire, la Saône servait de frontière. Sur la rive occidentale, de l'autre côté il y avait la France, le royaume de France, et nous on était en terre d'Empire. Terre d'Empire, c'est-à-dire sur les terres des empereurs, donc les héritiers de Charlemagne, ça correspond à peu près à l'Allemagne actuelle et ça descend jusqu'à l'Italie du Nord. Le Saint-Empire romain germanique. Exactement. Hein, si j'ai bien révisé, le terme apparaît au XVIe siècle. Très bien. Alors cette ville de Trévoux, eh bien, elle est culturellement très riche. Financièrement très riche aussi, on peut dire ça, c'est... Oui, en particulier au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que cette situation en marge du royaume de France et aux confins de l'Empire a permis à la ville de s'émanciper de l'autorité impériale et du coup d'avoir sa propre fiscalité, un certain nombre de privilèges qui a contribué à son essor économique. On en parlera tout à l'heure avec la monnaie, hein, je crois, Romain, parce qu'il y a des petites découvertes, moi, que j'ai faites en visitant cette maison. Alors cette maison, Pierre et Anne de Bourbon, qui étaient ces personnages? Alors c'était le duc de Bourbon, marié donc à Anne de Beaujeu, qui donc ont été seigneurs de Trévoux dans la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Et la maison a été occupée par un de leurs officiers. Ah, j'allais dire, ils ont habité ici. Non, c'était pas eux, c'était un de leurs officiers qui a fait noter leur monogramme sur le côté de l'oriel, voilà, sur la façade du bâtiment. D'où l'appellation du bâtiment, Hôtel Pierre et Anne de Bourbon. Alors, cette bâtisse, elle est exceptionnelle. Dans la ville de Trévoux, moi, je voulais revenir sur un petit point qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu aussi un parlement. Alors, ça veut dire qu'on était en démocratie, non? Non, il y en avait aussi en France, hein, et on avait le même régime, c'est-à-dire qu'on était alors ici en souveraineté en France dans un royaume, simplement le Parlement était un organe qui représentait le peuple de la province, mais sachant que le souverain gardait la main haute quand sur le Parlement. Oui. Mais ça veut dire qu'il y en avait assez peu quand même de Il y en avait parlements. 13 en France. Et Trévoux en avait un. En avait un, et on n'aurait jamais eu de Parlement à Trévoux si on n'avait pas été capitale d'une souveraineté indépendante. Ah, très intéressant. Alors moi, j'aimerais qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette maison même, pour revenir un petit peu dans ce lieu spécial. On va appeler Séverine qui a suivi un petit peu toute la remise en état de cette maison parce qu'elle était loin d'être aussi belle que ça il y a quelques années. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors cette maison déjà, elle a des caractéristiques architecturales typiques des maisons trévoltienne, hein, on dit comme ça. Trévoltienne. Trévoltienne, voilà. Je dis une bêtise. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette architecture? Eh bien, cette maison, nous nous trouvons dans la cour centrale, qui est donc du XVIe siècle. Et puis, on a des caractéristiques assez majeures, comme ces fenêtres à meneaux avec ces traverses, les fenêtres en accolade aussi, et puis bien sûr ces galeries
avec ces voûtes en croisée d'ogive. On a des Voilà. escaliers à vis aussi Alors, également. il y a effectivement le premier corps de bâtiment de la maison. Enfin, la première partie de la maison a été construite sur une tour d'escalier. Et autour de cette tour d'escalier sont venus s'adjoindre des corps de bâtiment successifs. Alors montrez-moi un petit peu sur la maquette, parce qu'on a la chance d'avoir une maquette. La tour d'escalier, c'est celle-ci. Non, hein. pas du tout. Ça, c'est l'oriel, c'est la façade sud. La tour d'escalier, en fait, elle est ici. C'est cette première partie qui a constitué le démarrage de la maison. Et ensuite, les bâtiments ont été, comment dirais-je, construits par bloc. Et donc, en fait, on a un premier noyau ici et puis un deuxième élément ici. Bon, on a compris, vous avez un petit peu suivi toute la restauration qui a eu lieu de 2013 à 2016. On va en apprendre un petit peu plus sur la restauration tout à l'heure, Séverine. On va monter à l'étage ensemble et puis vous allez nous en dire plus sur la scénographie. On monte ? Allez. Il y a plein Alors, de livres. Alain, je ne suis pas dans une bibliothèque ici, je suis toujours à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, à Trévoux. Les livres derrière moi font penser que j'ai changé de lieu, mais pas du tout. On s'est retrouvés à l'étage ici avec Séverine. Alors, Séverine, ici, nous sommes dans une partie un petit peu particulière de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, une partie qui montre la richesse culturelle de Trévoux au XVIIIe siècle. Oui, en effet, on est dans une salle qui est assez majestueuse avec cette imposante bibliothèque où on retrouve les ouvrages, le dictionnaire de Trévoux, donc un dictionnaire qui porte le nom D'une ville. d'une ville. C'est Voilà. c'est assez rare. C'est assez rare parce que le duc du Maine avait autorisé les imprimeurs à éditer le dictionnaire de Trévoux, mais pas seulement, il y avait aussi les mémoires de Trévoux. Ce sont des ouvrages remarquables à plusieurs titres. Oui, bah, écoutez, effectivement, parce que on a des ouvrages qui ont un contenu encyclopédique, avec une collection complète ici, acquise par la ville au fur et à mesure des années, et qui aujourd'hui sont exposés et peuvent être vus par le public. Alors, ce qui vus, n'était pas mais- le cas auparavant. Vus mais pas manipulés, hein, c'est Non, ça le problème, non. hein, parce qu'ils Et sont non, très précieux. Ils sont hein. précieux, ils sont surtout très anciens. Très anciens, Ah, oui, donc, de l'époque des Lumières. voilà. Alors, mais vous avez mis au point un petit système pour qu'on puisse quand même feuilleter. C'est ça. Alors, expliquez-moi, on ne peut pas les manipuler, mais on a une... On a une borne, Une finalement. borne interactive. Une borne interactive qui nous permet de comprendre le contenu du dictionnaire de Trévoux. De le feuilleter. Et de le feuilleter, finalement, à travers cet outil qui est assez... Facile à manipuler. Facile à manipuler et qui nous permet de... J'essaye aussi. Oui. Allez-y. Qui nous permet de consulter une page, en fait. Voilà. Et là, on arrive directement sur une page du dictionnaire et on peut lire. chercher un mot. Alors, il y a des choses qui sont très amusantes parce qu'il y a des mots qui ont disparu du dictionnaire aujourd'hui, qu'on retrouve dans le dictionnaire de cette époque. D'accord. Et puis, il y a des mots qui ont changé de sens aussi. Donc, d'où Ah, l'intérêt de cette petite un petit peu de cette manipulation. petite manipulation, parce qu'effectivement, les ouvrages sont précieux, rares. Alors, la scénographie a été repensée, c'est ce que je C'est comprends à travers cette illustration-là. On a aussi des choses assez précieuses de l'orfèvrerie, puisque Trévoux, capitale aussi des orfèvres. Et vous avez ici un outil que le visiteur peut manipuler. Alors, moi, j'ai vraiment envie de toucher. Expliquez-moi ce C'est que ça. c'est. Alors en fait, ce va petit ouvrir. outil, effectivement, il nous permet, à partir de petites devinettes qui sont inscrites sur les petites niches, de pouvoir deviner les objets qui se cachent derrière. Donc on a une devinette à découvrir, des odeurs à sentir. D'accord. Il se distingue par son bouquet, sa robe et son terroir. Il peut être sec, doux, fin, bourru ou cuvé. Qu'est-ce Alors, que c'est? on sent l'odeur à travers ce petit tiroir. Je soulève. Oui, soulevez, approchez-vous. Ça sent le tonneau, le vin. Exactement, Ah, le avec- vin avec la tasse à vin. Et donc, on découvre l'objet qui avait été créé par les maîtres orfèvres de Trévoux. Donc, on a les poinçons des maîtres orfèvres. Et puis, derrière, nous avons la définition extraite du dictionnaire. Du dictionnaire qu'on a vu tout De à l'heure. Trévoux qu'on a vu mais tout à c'est l'heure. très sympa Et cette alors, manipulation. Voilà, on a la même chose pour tout un tas d'objets. Par exemple, ce moutardier qui est un objet assez intéressant parce que... Moutardier de la moutarde. Voilà, alors l'odeur de moutarde est difficile à reconstituer, mais enfin, elle est suggérée. dirais Et M.
M. M comme moutarde. Je vais réviser mon alphabet ici à Trévoux. Et là, qu'est-ce qu'on peut sentir? Donc l'odeur de moutarde. Qui se rapproche de l'odeur de moutarde, enfin qui suggère l'odeur de moutarde. Ah oui, ça pique un peu. Voilà. Ah, très et donc bien. ce moutardier est assez intéressant parce qu'il y a finalement peu d'exemplaires de ce moutardier, des exemplaires qu'on retrouve pour certains au musée du Louvre et puis aussi à New York, qui ressemblent un peu à cette orfèvrerie de Trévoux, qui sont un peu faites sur le même principe. Ah, ça veut dire, Séverine, qu'ici à Trévoux, vous avez des objets très précieux qui ont été fabriqués à Trévoux. Oui. On va voir tout à l'heure avec Romain, qu'on battait aussi Monet à Trévoux. Toute la scénographie repensée, ça a pris 1 an. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que le bâtiment qui a été reconstitué, où on a fait des découvertes. Il y a aussi toute cette présentation des collections. On a une présentation où les collections sont présentées sous différentes formes, par de la manipulation, par des bandes sonores, par des choses à toucher, et puis qui sont mises en valeur dans des petits écrins au travers de ces jolis salons du XVIIIe siècle qui ont été eux-mêmes rénovés, les planchers ont été repris, les boiseries ont été sublimées. 3 années de travail. Alors, on va parler de sous tout à l'heure avec Romain. Vous restez avec nous, Séverine. Voilà, Alain, on vous laisse avec votre invité. Alain, je vous le disais tout à l'heure, on va parler gros sous, ou plutôt pièces et monnaie, ici à Trévoux, à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, toujours avec Romain. Alors Romain, dites-moi, ici on battait monnaie à Trévoux. Oui, tout à fait. Depuis la deuxième moitié du XVe siècle, on s'est mis à frapper monnaie. Et battre monnaie, c'est un droit régalien, c'est-à-dire que c'est un droit souverain, c'est l'apanage du souverain. C'est de l'indépendance en fait. C'est ça, c'est une marque forte en tout cas de l'autonomie dont bénéficiaient les seigneurs de Trévoux, parce que normalement il fallait demander une autorisation. Alors il y avait quand même un consentement du Royaume de France, parce que si le Royaume de France avait interdit la circulation des monnaies de Trévoux dans le Royaume, elles n'auraient pas pu aller bien loin. Les métaux précieux transitaient par la France, donc il fallait l'autorisation du roi aussi pour ça. Mais du coup, les seigneurs de Trévoux n'ont pas demandé d'autorisation officielle à un suzerain, parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas de suzerain, donc qu'ils n'avaient personne au-dessus d'eux. C'était un petit peu une principauté, un petit peu comme celle que l'on connaît aujourd'hui, un peu dans le sud de la France. Exactement, tout à fait. Il y avait une sorte d'autonomie. Oui, quelques avantages. Quelques avantages, on en parlera tout à l'heure. Alors, les collections de monnaie, vous en avez ici, dans ce bâtiment. Oui. Vous en avez une qui est très belle, Alain, on va la voir. Oui, tout à fait. Une monnaie d'or. Un écu d'or, voilà, de Gaston d'Orléans, donc qui est ici, et qui est une pièce alors, qui est rare, il y a 5 ou 6 exemplaires connus, et puis qui à l'époque pourrait se comparer, je dirais, à un billet de 500 €. C'est pas quelque chose dont on se sert tous les jours, c'est une monnaie or qui a une certaine valeur, et par conséquent, elle ne servait pas effectivement à faire le marché. À faire le marché, Voilà. On s'en servait plutôt pour des gros échanges ou des gros Tout achats. à fait. À côté, Voilà. on a un 12e d'écu. Là, Oui. c'est une monnaie plus petite. Voilà, tout à fait. C'est une monnaie plus petite, une monnaie d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, donc qui porte son portrait. Et puis en dessous, on a 2 imitations qui ont été réalisées en Italie de cette monnaie. Voilà, c'est des monnaies qui ont été les monnaies d'Anne-Marie-Louise d'Orléans. C'est des monnaies qui ont été très célèbres. Oui. Voilà, parce qu'elles ont été diffusées notamment au pays du Levant. Donc la monnaie de Trévoux a une notoriété Au internationale. pays du Levant, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient et au des... Proche-Orient. Et oui, parce que c'était une des rares monnaies à avoir une figure féminine. Donc on en parait les vêtements. On parait les vêtements. Je tout à pensais que ça fait. servait qu'aux échanges. Moi, non. Et non, c'était même un élément de décoration et de prestige. On disait tout à l'heure, petit avantage fiscal pour les gens qui travaillaient l'or et l'argent ici à Trévoux. Oui. Expliquez-moi. En fait, en France, on était obligé de faire vérifier officiellement le titre des monnaies, ici aussi, ceci étant, donc des monnaies ou des bâtons d'argent ou d'or. Et donc, on poinçonnait les pièces, elles étaient donc authentifiées, c'est ça. Et ça, en France, c'était payant et ça ne l'était pas ici. Donc du coup, la teneur en métaux précieux de chaque élément devait faire l'objet d'une authentification qui était payante dans le royaume, mais qui n'était pas payante à Trévoux.
et dans la principauté de Dombes. Un petit peu technique, mais ça veut dire qu'il y avait aussi un petit peu de contrebande aussi ici. Oui, Alors, bien sûr, comme on payait moins cher le travail sur les métaux précieux, c'était tentant de le vendre en périphérie, notamment à Lyon, et c'était tentant pour les Lyonnais de l'acheter. Ah, ça a dû quand même créer quelques bisbilles avec Oui, il y a notamment orfèvres lyonnais. les orfèvres lyonnais, puis des officiers aussi de la ville de Lyon, chargés de faire respecter les réglementations, et donc de lutter contre la contrebande qui se fournissait pourtant en orfèvrerie de Trévoux notamment. Bon, Romain, alors ici vous avez des petits outils pédagogiques aussi pour les visiteurs. Tout à fait. Il y en a un, c'est un petit peu comme à Rome, Alain, on va tamponner, comme ça je vous prouverai que je suis bienvenue ici. Alors voilà, vous mettez le petit coup de tampon qui va bien, la monnaie, et voilà, donc là, voilà, la preuve que je suis venue à Trévoux. En zone franche, j'ai envie de dire. En principauté. En principauté. Merci Romain. On va voir tout à l'heure un petit peu, on va faire le point sur la tréfilerie et la filière en diamant. Vous allez nous expliquer ce que c'est et on va retrouver Séverine aussi. Avec plaisir. À tout de suite Alain. Ah, vous êtes là Alain? Oui, j'étais en train de graver le poinçon de la ville. Vous voyez, c'est encore le petit outil pédagogique de tout à l'heure. Mais on va en apprendre plus sur une autre spécialité de la ville de Trévoux, la tréfilerie. Ah bah vous êtes là Romain, merci de nous expliquer un petit peu ce que c'est que la tréfilerie. Alors la tréfilerie consiste à tirer un bâton de métal pour en faire du fil. Donc au départ, voilà, on tirait à partir du XVe siècle à Trévoux. C'était la spécialité de la ville aussi. Tout à fait. On battait monnaie comme on a vu tout à l'heure. Exactement. Mais on avait aussi. Et comme les métaux précieux étaient là, on s'en servait pour l'orfèvrerie et également pour tirer des bâtons d'or et d'argent en vue d'en faire du fil pour la passementerie, la broderie et la passementerie. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait partir d'un bâton d'argent, là c'est un trait d'argent de cette épaisseur-là pour en faire quelque chose d'aussi fin. Tout à fait, très fin. Fil. Et oui, très fin. Et d'autant qu'ensuite il est tressé avec en général de la soie. Donc du coup, il fallait qu'il soit vraiment très très fin. Et très résistant évidemment, très mais résistant. en même temps plus fin qu'un cheveu. Plus fin qu'un cheveu. Ouais. Alors pour parvenir à ce résultat, on utilisait une machine. Voilà, tout à fait. On commençait sur l'arc. Alors en fait, l'enjeu, c'est de faire passer un fil trop gros dans un trou trop petit. Donc c'est ce qu'on appelle la filière. Et grâce à cette machine, et grâce à cette machine, qui s'appelle l'argue, voilà, qui donne son nom au passage de l'argue à Lyon. À Lyon, bah oui. Voilà, et donc qui servait à dégrossir les bâtons d'or et d'argent en vue d'en faire du fil. Alors après, on passait sur d'autres machines pour arriver au diamètre requis. dont on parlait. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu l'argue, parce que là, ça m'intéresse, c'est une petite machine miniature, là, on est d'accord. Oui. Donc, il y avait des hommes qui poussaient. Voilà, on faisait tourner le cabestan. Le cabestan, c'est voilà, c'est cet axe vertical avec les bras dont on se servait sur les bateaux aussi pour remonter les ancres. Et ce cabestan sert à tirer une corde qui, au lieu de tirer une ancre, tire une grosse pince qui tire le fil à travers la filière. Voilà. Alors la filière, c'est quoi? Ce sont ces deux parties métalliques que l'on voit là-bas, avec des trous Oui, de tout plus à en plus fait. petits. Exactement. Alors sur celles qui sont présentées ici, les trous sont très petits. Sur une argue, on employait des filières avec des trous plus gros. À Trévoux, puisqu'on n'était pas en France, on avait le droit d'avoir, n'importe qui avait le droit d'avoir son argue. À domicile. C'était un petit peu réglementé, c'était une corporation, mais à peu près n'importe qui pouvait avoir son argue à domicile et effectivement tirer ses traits d'or et d'argent. Et les revendre ensuite un petit peu moins cher, puisqu'on ne payait pas de taxes. C'est le principe, je commence à comprendre. Voilà. Alors les filières, le problème, c'est comme vous dites, faire passer un trait trop grand dans un trou trop petit, elles s'usent considérablement. Et on les recalibrait. Elles avaient plusieurs vies. Quand le diamètre s'élargissait, on les recalibrait, on refrappait un nouveau diamètre. Alors ça veut dire qu'à Trévoux, on a inventé après un système, mais assez tardivement, plutôt vers le 19e, on a inventé un système pour rendre ces filières beaucoup plus résistantes. Oui. C'est un Trévoltien, j'ai du mal, qui a inventé ce système de la filière en diamant. Voilà, qui a mis au point effectivement le perçage du diamant. Et on montre tout ça ici, voilà, à Trévoux. Et tout à fait. Comme le diamant, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, ça donnait un outil de meilleure qualité qui s'usait moins vite et donc qui permettait d'avoir des filières plus résistantes. Et en fait, ça permettait de s'inscrire dans les logiques productivistes de l'époque. C'est l'époque où la demande explose, puisque là où avant, on tirait seulement les bâtons d'or et d'argent pour en faire du fil, avec l'arrivée de l'électricité et les révolutions industrielles successives au 19e siècle, la demande
s'est multiplié parce que d'un coup, il a fallu fournir beaucoup de voilà, fils. Exactement, fil de cuivre comme conducteur et fil de tungstène, molybdène comme filament d'ampoule électrique. D'accord. Et ça a duré jusqu'à quelle Les époque? années 50. Les années 50. Oui. Trévoux était connu mondialement jusque dans les années 50. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se sert de filière au quotidien pour les fouets pour battre les œufs en neige, les baleines de parapluie, rayons de roue de bicyclette, cerclage de lunettes, la bijouterie bien sûr. Et un des plus gros consommateurs de filière est Michelin, les équipementiers automobiles au niveau des pneumatiques, il y a toute une structure en acier laitonné. Et on consomme énormément de filières pour la fabrication automobile. Alors, dans ce musée, là, ça fonctionne, hein, c'est pas simplement... Montrez-nous, est-ce que ça peut fonctionner comme volontiers. ça pour nous? Faites-nous voir. Hop. Ça fait un petit peu de bruit. Hein. Et voilà. Ici, ce sont les bancs à percer, donc, qui servaient à percer les diamants. Alors, percer, le terme en fait est mal employé parce qu'on ne perce pas le diamant, on l'use en réalité. Quand on perce, il y a une mèche avec un dégagement de matière. Ici, c'est pas une mèche, c'est une aiguille. D'accord. C'est une aiguille, il n'y a pas de rainure pour dégager la matière parce qu'elle est simplement là pour tapoter sur le diamant lui, sur lequel on a mis de la poudre de diamant en suspension dans l'huile d'olive qui sert de liant. Et en fait, c'est ce frottement de l'aiguille sur la poudre de diamant qui, par usure, c'est la poudre de diamant qui va user le diamant et qui va permettre de le percer. Bon. Donc en fait, on use. Bon, on va arrêter la machine parce que ça fait un tout petit peu de bruit. On va demander à Séverine de nous rejoindre pour conclure un petit peu sur la ville de Trévoux. Merci Romain. Séverine, il y a encore beaucoup de choses à voir à Trévoux? Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le musée. Non, il n'y a pas que le musée. Il recèle évidemment encore de belles surprises et de beaucoup de choses. Mais à Trévoux, il y a encore pas mal de patrimoine à voir. Il y a un château fort, il y a un parlement, il y a un carré patrimoine. Voilà, faut venir absolument. Bon, ben on viendra. Avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Alain et je vous invite à venir à Trévoux.